Monsieur Morellon, je vous remercie de votre présence. Un cycle de conférences cet après-midi consacré aux branches professionnelles. Une première branche abordée à 14 heures avec l'Union des industries métallurgiques et minières. La- L'Union des industries et métiers de la métallurgie. Des métiers de la métallurgie. Voilà. Heureusement que vous êtes là pour me reprendre. Une deuxième conférence à 15 heures consacrée à l'Union des industries chimiques. Et là, je crois que j'ai raison. Ouais, c'est bon. Et enfin, à 16 heures, en espérant que vous soyez de futurs cadres, nous aurons une conférence avec une responsable de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres, qui nous livrera aussi les dernières informations concernant les besoins en cadre à un horizon très très proche. Alors, Monsieur Morellon, je vous remercie, je vous dis bonjour, et l'UEMM, c'est un petit peu mystérieux pour les étudiants. Pourriez-vous nous dire ce qu'est exactement cette branche professionnelle de l'UEMM? C'est quoi une branche? Et c'est quoi l'UEMM très exactement? Alors donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis donc Didier Morellon et je travaille donc à cette fameuse UIMM. Historiquement l'Union des industries métallurgiques et minières, mais on va le voir, il y a des choses qui changent, qui évoluent et donc depuis à peu près une dizaine d'années, on s'appelle maintenant l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Alors je vais essayer de répondre à toutes vos questions, mais ça fait beaucoup de choses d'un seul coup. Alors déjà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la métallurgie. Si, ça vous parle. Vous êtes peut-être dans une formation qui va vous conduire dans ce secteur-là. La métallurgie, c'est l'industrie qui fabrique quasiment tout ce qui nous entoure. Et ça recouvre des secteurs d'activité qui sont très très différents, notamment ici en Normandie, avec l'aéronautique, l'automobile, l'électronique, le naval, le nucléaire. Et là, on couvre tout le territoire normand, du Cotentin jusqu'au Perche, de Dieppe jusqu'à Mortain. On retrouve des industries qui relèvent de la métallurgie sur l'ensemble du territoire normand. Ça recouvre plus de 2800 entreprises et 86 000 salariés sur le territoire. Donc, vous m'avez posé une question qui a deux réponses ou deux aspects. Qu'est-ce que c'est qu'une branche et qu'est-ce que c'est que l'UIMM? C'est deux choses quand même déjà différentes. L'UIMM, comme il est écrit sur les petits prospectus que vous avez sur vos chaises, c'est une branche professionnelle et patronale. L'UIMM, c'est une organisation d'entreprises qui se sont fédérées à un moment donné, c'était au 19e siècle, pour dire on a des besoins communs, on a des attentes communes, et donc on se fédère dans un syndicat patronal qui est l'Union des industries et métiers de la métallurgie aujourd'hui. Donc ces entreprises ont des objectifs communs en termes d'activité et en termes de lobbying, puisque l'objectif d'un syndicat comme l'UIMM, c'est de faire entendre la voix de ces entreprises-là dans leurs contraintes et dans leurs objectifs. Alors leurs contraintes, ça va être notamment tout ce qui touche au droit social, puisque c'est quand même le cœur de notre activité, faire évoluer la législation du travail pour que les entreprises puissent se développer sans être bridées ou sans entraver leur développement avec des contraintes qui pourraient aller à l'encontre de leur développement. Donc ça, c'est une grosse partie de notre activité qui consiste à accompagner également les entreprises sur le droit social. On les aide, parce que je vous ai parlé de 2600 entreprises. Dans ce lot-là, il y en a 95% qui ont moins de 50 salariés. Donc beaucoup d'entre elles sont très peu structurées au niveau du droit social. Donc elles ont besoin de support et c'est l'UIMM, au travers de juristes, qui vont les soutenir et leur apporter un appui technique, à la fois au travers d'un service téléphonique, mais aussi en les aidant sur des réunions, sur des thématiques. Là, on a une législation qui, depuis quelques années, fluctue beaucoup, avec beaucoup de nouveautés. Donc du coup, nos juristes sont un peu les experts, soit au niveau national, soit au niveau territorial, au niveau de la région et du département, pour répondre aux questions des entreprises. Et ces entreprises, elles ont aussi des attentes communes. C'est plutôt ce qui va vous intéresser, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles ont des besoins en recrutement qui sont souvent communs. Elles ont besoin de faire entendre leurs besoins en termes de compétences, en termes de métiers. Et donc du coup, l'UIMM a aussi ce rôle-là de travailler sur la carte des formations et sur la communication autour des métiers. Donc carte des formations, ça ne vous parle peut-être pas vraiment, mais pourtant vous y êtes passé à un moment ou à un autre.
C'est-à-dire qu'une branche professionnelle est interrogée par les instances compétentes, c'est-à-dire par exemple le rectorat ou la région quand on parle d'apprentissage aujourd'hui, pour dire est-ce qu'on a besoin d'ouvrir à un endroit ou à un autre telle ou telle filière. Donc en fonction du cursus que vous avez fait, à un moment peut-être que nous nous sommes positionnés en disant oui, nous en tant que QIMM, nos adhérents nous ont dit qu'ils avaient besoin ici de personnes qui font un diplôme en mesure physique, ici quelqu'un qui une filière en usinage, en électronique, en nucléaire, à tel endroit en fonction du territoire et en fonction des besoins des entreprises. Parce que l'idée principale pour les entreprises, c'est de trouver des compétences et pour vous, de vous orienter vers un métier où il y a de l'emploi. Si vous voulez rester en Normandie, ça ne sert à rien de vous former sur des métiers qui ne sont pas présents sur le territoire. Donc l'idée et le travail de l'UMM, c'est d'apporter cette adéquation entre le besoin des entreprises et les compétences des jeunes et moins jeunes, parce qu'il y a aussi la formation continue, pour que les entreprises trouvent les compétences dont elles ont besoin. Alors, si je peux me permettre, les entreprises aujourd'hui ont des besoins. Ça, c'est certain. Alors, elles en ont toujours eu des besoins, ils ont été plus ou moins forts, parce que une entreprise, ça vit. Et une communauté aussi nombreuse que la métallurgie, ça a des vicissitudes. Il y a différents secteurs d'activité qui vont plus ou moins bien à un moment donné. Donc on a pu entendre à un moment donné que les compétences, que les entreprises ne recrutaient pas. C'est difficile de faire une généralité dans beaucoup de cas. Parce qu'il y a certaines entreprises qui ont continué de se développer, même dans des périodes de crise. Il y a des secteurs d'activité qui ont un peu décliné. Pendant ce temps, d'autres ont aussi augmenté leurs besoins. Il faut savoir qu'on est dans un secteur d'activité où la technologie est extrêmement présente. Aujourd'hui, quand on fait un avion, il y a beaucoup de technologie. Quand on fabrique un sous-marin chez Naval Group, on a besoin de beaucoup de compétences, beaucoup de technologie, beaucoup de savoir-faire, donc beaucoup de compétences. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le recrutement, il y en a toujours eu. Et même si globalement les effectifs de la métallurgie ont diminué et continueront de baisser, parce qu'il y a de la technologie, il y a de moins en moins besoin de beaucoup de main-d'œuvre productive, parce qu'il y a des améliorations technologiques, il y a de la rentabilité, on a moins d'effectifs, mais pendant ce temps-là, on a quand même besoin de recruter, parce qu'on a aussi des départs à la retraite. Beaucoup de départs à la retraite. Et donc, on continue, comme on l'a fait par le passé, à recruter. Et aujourd'hui, on est dans une conjoncture où les feux sont plutôt au vert sur beaucoup de secteurs d'activité. Vous avez peut-être entendu les chiffres de Renault qui étaient très bons sur l'année 2017, l'aéronautique qui se porte très bien, le nucléaire qui se développe, le Naval Group qui recrute à tour de bras. Donc voilà, en plus de tous ces départs-là, il y a de l'activité qui arrive, donc on a énormément de besoins. Et vous l'avez mis dans la petite plaquette que vous avez faite au niveau national. On prévoyait par exemple pour 2016 100 000 recrutements, on était à 200 000 au niveau national. Donc il y a vraiment de très très gros débouchés dans le secteur d'activité. Même quand ça va pas bien, il y a toujours des débouchés. Et puis il y a vraiment beaucoup d'enjeux aussi, parce que je vous parlais tout à l'heure de technologie, mais quand on fabrique un avion, l'objectif c'est qu'il soit de plus en plus léger, pour qu'il soit de moins en moins consommateur de carburant. Donc il faut innover, il faut inventer, donc il faut trouver des petites têtes bien faites qui vont imaginer des nouveaux procédés, des nouveaux matériaux. Il faut aussi trouver des gens compétents et habiles qui vont pouvoir fabriquer tous ces produits-là. Et donc du coup, voilà, ça nécessite beaucoup de compétences et beaucoup d'attractivité vers ces métiers-là et beaucoup d'enjeux. Justement, si je peux me permettre, il y a un mot qui revient souvent dans votre discours, c'est le mot compétence. Quelles seraient les compétences aujourd'hui idéales pour un étudiant afin justement d'être l'un des 110 000 chanceux recrutés à cet horizon 2025 ? Alors, j'ai pas la réponse, c'est pas aussi simple que ça pour répondre. Ça va dépendre aussi beaucoup des métiers. En tout cas, ce que les entreprises ont besoin et ce qu'il faut avoir aussi en tête aujourd'hui, c'est que l'emploi a changé. Aujourd'hui, on rentre plus dans une entreprise pour toute sa carrière. Donc on est plutôt dans une situation où, à un instant T, les compétences attendues correspondent aux compétences offertes. Déjà, il y a c'est ce premier postulat qu'il faut avoir en tête. Aujourd'hui, les étudiants que vous êtes, vous avez pu acquérir dans votre formation un certain nombre de compétences et les mettre en œuvre. Elles vont matcher à un moment donné avec une entreprise et là, vous allez travailler ensemble pendant un temps donné. Et peut-être que vous allez rester toute vos vies dans cette entreprise-là ou pas. Et que vous allez peut-être aller ailleurs.
En tout cas, ce que recherchent justement les entreprises, et c'est peut-être la clé numéro un, c'est le premier critère, et ça c'est valable pour tous les métiers, hein, que ce soit au niveau supérieur ou pas, c'est déjà un critère de motivation et d'envie. Hein, parce qu'on a des métiers qui sont dits en tension, qui vous concernent peut-être moins directement, mais par exemple dans l'usinage ou la chaudronnerie, où on n'a plus de candidats du tout. Et les entreprises, qu'elles recherchent en priorité, c'est une motivation, une envie de venir travailler dans le secteur et une envie de s'impliquer dans l'entreprise. C'est faire un bout de chemin ensemble, hein, avec les compétences communes, pour faire progresser l'entreprise, trouver des nouvelles solutions, de nouveaux procédés, enfin que tout le monde soit dans une démarche gagnant-gagnant. Donc ça, c'est la première chose, et c'est valable à tous les niveaux. Cette motivation, on va attendre de quelqu'un qu'il ait envie de faire progresser l'entreprise et qu'il s'investisse dans cette entreprise-là. Après, il y a toutes ces compétences techniques qui seront de plus en plus importantes. Évidemment que les postes qui sont proposés, en fonction des différents métiers, ont besoin de compétences de base, de compétences. J'insiste au passage sur les compétences de base parce que c'est de plus en plus important. Hein. Déjà parler français, écrire français, ça c'est une première chose. Je le redis parce que c'est pas tout le temps le cas. Hein. Une entreprise, quand elle reçoit une lettre de motivation bourrée de fautes, elle est vite traitée. Donc il y a ces premières compétences de base qui sont importantes. La maîtrise d'une langue étrangère, voire de plusieurs langues étrangères, ça devient de plus en plus important, mais quel que soit le niveau. Et puis après, il y a toute la technique. On a maintenant de plus en plus de numérique aussi qui est nécessaire dans beaucoup de postes. Donc voilà, c'est un peu de management peut-être aussi. Alors ça va dépendre des postes. Alors c'est soit management, soit gestion de projet. Oui. De plus en plus, hein, on a les deux volets, est-ce qu'on peut gérer des hommes ou gérer des projets. Mais il y a cette recherche aussi d'autonomie qu'on retrouve sur tous les postes. Hein. Nos effectifs diminuent, donc les entreprises ont besoin que l'ensemble de leurs collaborateurs soient les plus autonomes possibles sur chacun de leurs postes. On ne peut pas doublonner et avoir tout le temps une personne qui va donner des tâches à une autre, mais on a besoin de cette autonomie, c'est-à-dire être en capacité de faire des choses, d'avoir de l'initiative et de savoir si ce que l'on fait est conforme à ce qui est attendu et pouvoir alerter si ce n'est pas le cas. Donc voilà, il y a vraiment cet aspect très très impliquant pour les collaborateurs de l'industrie et de la métallurgie, ce qui fait qu'on s'éloigne de plus en plus de cette vieille image de UIMM avec la mine, hein, parce que voilà, c'est de plus en plus quelque chose de technologique, avec de moins en moins de presse-boutons dans l'industrie, et avec donc une valeur ajoutée beaucoup plus importante de chacun des collaborateurs. Notre public est un public qui, a priori, va être diplômé et que l'on qualifie généralement de jeune diplômé. Un jeune diplômé, comment doit-il s'y prendre pour décrocher son premier poste aujourd'hui ? Alors, je vais être obligé de vous dire que la première étape, ce serait déjà de faire de l'alternance pour obtenir son diplôme. Parce qu'en étant en alternance, ça permet déjà de rencontrer l'entreprise et de se confronter à la vie du travail en amont et pendant la formation. Donc ça, c'est un premier point. Alors après, il y a les stages aussi qui sont toujours possibles. Voilà, il faut arriver à établir cette rencontre entre les deux mondes pour que le premier job se passe le mieux possible. Après, tout le monde ne fait pas de l'alternance aujourd'hui et on recrute quand même. Hein, donc c'est pas obligatoire. Se construire un réseau aussi peut-être ? Alors ça, ça devient de plus en plus incontournable. Hein. Tous les réseaux sociaux sont là pour chercher du travail et créer sa propre toile et se mettre en avant. Donc de plus en plus d'entreprises recrutent via ces canaux-là. Donc évidemment, il faut aussi y recourir. Hein. D'accord. L'UIMM, comme vous l'avez expliqué en introduction de cette conférence, c'est une très grosse branche avec une multitude d'activités, même si on parle de métallurgie comme dénominateur commun. Vous êtes un aggloméré, je vais dire, de plusieurs secteurs d'activité, lesquels on les vend en poupe aujourd'hui ? Alors, avant de répondre à votre question, je vais répondre à la première que je n'avais pas totalement traitée. Alors, il y a trois choses, en fait. Il y a la branche, il y a l'UIMM et il y a les filières. Je ne sais pas si vous faites la différence entre tout ça. La branche, c'est une représentation paritaire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des représentants d'entreprises patronaux et des représentants syndicaux. Ça, c'est la branche. Et la branche émet des avis. C'est-à-dire à la fois avec les avis des entreprises et l'avis des représentants de salariés. Ça, c'est une branche. L'UIMM est un des partenaires de la branche de la métallurgie.
Métallurgie, c'est tout ce qui fabrique quelque chose avec un petit bout de métal, hein. Donc ça recouvre beaucoup de choses. Mais cette branche-là, c'est ça. C'est pas uniquement la partie UIMM. Ça, c'est la branche. Et donc on recouvre, comme je disais tout à l'heure, un certain nombre d'activités, puisque donc il y a beaucoup de choses qui sont fabriquées avec du métal, hein. Je vous parlais tout à l'heure d'aéronautique, d'automobile, de nucléaire, de naval. Et bien tout ça, ça peut être aussi des filières. C'est encore autre chose. La filière, par exemple, les filières qui sont présentes sur le territoire normand, sont les filières aéronautiques, la filière automobile, la filière navale, la filière nucléaire, qui sont présentes. Alors si on prend l'exemple de l'aéronautique, dans la filière, on va trouver des entreprises qui font partie de l'UIMM, de la métallurgie, comme par exemple Safran, comme par exemple Arconic. Ce sont des entreprises qui fabriquent des composants pour l'industrie, la fabrication d'avions ou de moyens de transport aéronautiques. Mais on va aussi trouver dans cette filière-là les aéroports. L'aéroport de Carpiquet, celui de Deauville, font partie de la filière aéronautique. On a l'usage en fait de l'avion. Et du coup, on n'est pas tout à fait sur les mêmes besoins en termes de métier, mais on est bien dans une filière. D'accord ? Donc voilà la différence entre tout ça. Nous, on va fédérer des entreprises qui travaillent autour du métal, qui ont une activité de production et qui sont dans différentes filières, mais qui ont des métiers communs. Par exemple, on va trouver des techniciens de maintenance ou des ingénieurs maintenance à la fois dans l'aéronautique, à la fois dans l'automobile, dans le naval, voilà, qu'on ne retrouvera pas forcément quand on est sur la notion de filière. D'accord. Donc, je réponds à votre deuxième question, pardon, parce que du coup, je n'ai pas répondu. Quelles sont les filières qui sont plutôt en développement? Donc, du coup, je sais un peu ce que je disais tout à l'heure. À l'heure actuelle, les feux sont verts quasiment de partout, j'ai envie de dire, hein. On a l'aéronautique qui recrute quand même beaucoup. Et même si on ne fabrique pas d'avions sur le territoire normand, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent pour le secteur d'activité, des sous-traitants dans la mécanique, dans l'électronique, qui travaillent pour l'aéronautique. Donc c'est un secteur où on a beaucoup de recrutement, avec avec Airbus, vraiment une filière qui est très porteuse de besoins. La filière automobile a connu une grosse crise en 2008. On a eu vraiment des situations assez difficiles dans le secteur d'activité, avec beaucoup d'activités partielles. C'est-à-dire des entreprises qui ne travaillaient pas pendant toute la semaine quasiment, et les salariés étaient indemnisés pendant ce temps-là. Ça s'appelle l'activité partielle. Du coup, il y a eu beaucoup d'effectifs en moins dans ce secteur d'activité, puisque les gens, pour certains, ont rebondi dans d'autres secteurs d'activité, notamment dans l'aéronautique. Beaucoup d'entreprises aussi se sont réorganisées, hein, en essayant de trouver le moyen de faire des économies, clairement. Mais il y a un redémarrage de ce secteur d'activité. Donc l'automobile repart, hein. Je parlais tout à l'heure de Renault, qui a fait ses meilleurs chiffres l'année dernière. Qui prévoit le recrutement de 100 postes. Voilà. Là, à Sandouville. À Sandouville. Voilà, il y a des recrutements de prévus. Donc ça repart pour l'automobile. Après, on a un secteur d'activité qui est un peu moins en forme, c'est l'électronique, l'électrotechnique, dont on a un petit peu moins d'entreprises sur le territoire. Et il y a un autre secteur d'activité qui marche très bien, c'est le naval, avec un représentant de Naval Group. Vous connaissez Naval Group? Non? C'est anciennement DCNS. Vous connaissez DCNS? Non? C'est anciennement DCN? Non, vous ne connaissez pas? En fait, c'est la fabrication à Cherbourg de sous-marins. Donc on a une grosse structure, hein. Il y a plus de 3000 salariés, je crois, sur le site de fabrication de sous-marins, avec des besoins assez importants, puisque Naval Group a décroché des marchés, notamment en Australie. Donc un certain nombre de collaborateurs cherbourgeois vont être détachés pour certains en Australie. Donc, jeu de taquin, il va y avoir de la place qui va se libérer à Cherbourg. Et fabriquer un sous-marin, c'est le métier le plus compliqué du monde, puisque c'est extrêmement complexe de réaliser un sous-marin, en plus avec du nucléaire à l'intérieur. Donc là, gros besoin technologique chez Naval Group, qui recrute, je crois, plus de 200 ou 300 personnes par an pendant plusieurs années, là encore, hein. Donc beaucoup d'ingénieurs notamment. Et j'imagine que toutes les qualifications sont touchées, aussi bien des techniciens que des ingénieurs, par exemple. Voilà, alors les 110 000 recrutements annuels, c'est tout niveau confondu. Donc à la fois opérateur, à la fois technicien, à la fois ingénieur. Alors opérateur, c'est quel niveau d'études ça? C'est Bac plus 2? Alors, non, pas Bac plus 2. En fait, on tend globalement, comme je disais tout à l'heure, à une avancée technologique assez forte dans les industries de la métallurgie. Donc aujourd'hui, une chose est claire, on ne rentre plus dans l'industrie sans diplôme.
Avant, vous n'avez pas connu ce temps-là, mais avant on disait tu n'as pas réussi à l'école, tu sais pas quoi faire, c'est pas grave, tu iras travailler dans l'industrie. Ça aujourd'hui, c'est clairement plus le cas, c'est plus possible. Il faut avoir ce qu'on appelle, j'ai dit diplôme, moi j'aurais pu dire aussi qualification. Hein. Donc on va rentrer dans l'industrie à partir du moment où on a un métier. Et ce métier, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire savoir faire quelque chose, savoir qu'on le fait bien et savoir rendre compte. Donc sur les fonctions d'opérateur, ça peut être un ancien CAP, mais c'est de plus en plus maintenant des bacs professionnels, voire des BTS pour être sur ces fonctions-là. Hein, donc opérateur, qu'est-ce que ça va être? Ça va être soit conducteur de ligne, technicien de ligne, animateur d'équipe, ça va être soudeur, ça va être tourneur, fraiseur. Ces métiers-là où là on est vraiment souvent dans la réalisation ou bien dans les fonctions transversales, en logistique, en qualité, ces métiers-là qui vont permettre de produire. Après, il y a les fonctions de technicien, où là, on a aussi une augmentation des attentes des entreprises. Je prends par exemple un métier qui est extrêmement en tension actuellement, c'est les métiers de la maintenance. La maintenance, ça consiste à faire en sorte que l'outil de production ne tombe pas en panne. Donc, dans les métiers de la maintenance, qui sont très transverses, puisqu'on les trouve dans la métallurgie, mais on va les trouver aussi dans la chimie, on va les trouver dans l'alimentaire, dans beaucoup de secteurs d'activité. On va même le trouver dans les foires, dans les arts et spectacles, parce que quand vous allez au théâtre, toute la machinerie, il faut un technicien de maintenance pour tenir ça. Et là, aujourd'hui, les entreprises, de par l'évolution technologique, recruteront sans doute de plus en plus au niveau licence pro. Parce qu'aujourd'hui, un technicien de maintenance, c'est quelqu'un qui va être amené à utiliser de plus en plus le numérique. Aujourd'hui, les équipements tendent à être tous connectés. C'est-à-dire qu'ils vont eux-mêmes générer de l'information. Le technicien maintenance va d'abord devoir gérer une masse d'informations qui va être générée par tous les équipements, qui vont communiquer. Et son intervention se fera de plus en plus, sans doute, avec une tablette, où il saura quelles sont les interventions qu'il va devoir faire sur tel et tel équipement, parce que la machine ou les équipements auront donné une information sur leur état de santé. Donc là, il y a une élévation technologique qui fait que le niveau BTS pour la maintenance, ça devient quasiment insuffisant. Et on est vraiment sur une augmentation du niveau de recrutement au niveau de la licence professionnelle. Donc du coup, ça pousse un petit peu tout le monde. Hein. Ça pousse tous les recrutements aussi vers le haut. Et les ingénieurs, donc toutes les écoles d'ingénieurs, et bien évidemment, les Master 2, tous ces niveaux-là sur les fonctions donc à la fois de production, ingénieur de production, mais aussi la R&D. Parce que évidemment, tout à l'heure, je vous parlais d'une implication des collaborateurs, mais aussi, voilà, ça peut se passer par ce canal-là. Il faut, pour être performant, qu'une entreprise soit performante aujourd'hui et qu'elle perdure, il n'y a qu'une seule issue, c'est l'innovation. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas rester tranquille, assise, à ne pas bouger et à prospérer sur ses lauriers. Il faut qu'elle innove, il faut qu'elle invente. Et donc, qu'est-ce qu'elle invente? C'est la R&D qui va réfléchir à de nouveaux procédés, des nouveaux produits, inventer, intégrer le numérique, faire en sorte que les produits soient de plus en plus fiables, de moins en moins chers, de moins en moins polluants aussi, hein, tout ce qui va toucher à l'environnement. Et cette innovation-là, ça va se faire avec des collaborateurs qui auront le niveau ingénieur et qui vont être vraiment les inventeurs de demain, en fait. Et d'après vous, la mobilité professionnelle supposera quelle volonté de la part des salariés qui auront leur premier poste après leurs études? Qu'est-ce qu'ils devront améliorer pour être toujours mobiles et être toujours performants dans un monde très concurrentiel? Alors, je pense que la technologie, pour nous, enfin pour moi, je parle, c'est quelque chose qui est apparu. Je pense que pour vous, c'est quelque chose qui est inné. Donc la formation, l'apprentissage par le canal du numérique, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien et vous êtes beaucoup moins passif par rapport à ça. Donc je pense qu'il y aura quand même une plus grande mobilité, une plus grande facilité à se former seul ou bien se former sur des temps dédiés en entreprise avec les ressources numériques qui vont permettre d'être moins cloisonné, d'être moins figé dans son métier dans les années à venir. Donc ça, il faut vraiment, si vous avez déjà cette habitude-là d'aller chercher un peu partout les infos, de vous former, de bien le garder, de bien travailler tout ça, de continuer dans cette démarche-là, parce que l'entreprise, elle aura aussi besoin de ça. Le collaborateur va amener aussi son agilité personnelle et son enrichissement personnel pour faire évoluer aussi son métier et sa fonction. D'accord. Un dernier point avant éventuellement vos questions, si vous en avez. Finalement, nos jeunes diplômés,
demain? Auront-ils besoin de s'expatrier, par exemple, d'aller aux quatre coins du monde pour avoir du travail, ou peuvent-ils rester dans leur Normandie natale? Alors, je crois qu'il n'y a pas de règle. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Naval Group qui a décroché un marché en Australie, donc peut-être qu'il y a des opportunités qui se feront là-bas. Vous avez peut-être entendu aussi qu'il y a des entreprises qui rapatriaient leur activité en France pour X raisons. Donc voilà, vous avez peut-être entendu aussi un certain nombre d'activités qui se mettent en place, notamment autour des EMR, les énergies marines renouvelables. À Cherbourg, il y a une entreprise de pales qui se crée avec 300 collaborateurs à recruter dans les semaines à venir, là. Donc la fabrication de pales d'éoliennes, hein. Donc 300 collaborateurs qui vont être recrutés, 100 chez Renault. Voilà, il n'y a pas forcément une nécessité impérieuse à s'expatrier. Ça peut être quelque chose de positif. Beaucoup d'entreprises, un bon nombre d'entreprises de l'industrie sont des entreprises internationales. Elles ont des établissements pour certaines partout dans le monde. Donc ça peut être des opportunités aussi de pouvoir aller travailler à l'étranger, de découvrir d'autres organisations, de faire du benchmark. Donc c'est pas contournable, mais c'est de plus en plus possible, j'ai envie de dire, dans l'industrie. D'accord. Auriez-vous des questions à poser à Monsieur Morellon par rapport à vos parcours personnels, à vos attentes, à vos interrogations, ou avons-nous été parfaitement clairs? Oui, donc je disais, du coup, pour des étudiants comme nous qui sommes plus à l'aise niveau théorie, donc on est en L3 chimie, ça veut dire que si on veut postuler chez vous un jour, il va falloir avoir plus de formation, donc il faut faire plus de stages qu'une personne ayant passé une licence professionnelle, non? Alors, non, quand même pas. Enfin, je veux dire, le tout, c'est d'arriver à faire coïncider vos compétences avec la compréhension de l'entreprise. Quel est son besoin? Et dans quelle mesure vous pouvez attester ou convaincre l'entreprise que vos apprentissages théoriques ne sont pas que théoriques? Parce que l'entreprise, elle ne va pas vous embaucher parce que vous savez, vous connaissez toutes vos formules, ou voilà, l'intérêt pour elle, c'est de savoir comment vous les appliquez, et ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous allez apporter à l'entreprise. Donc comment est-ce que vous arrivez à valoriser ces compétences avec des éléments concrets pour vous faire embaucher par ces entreprises-là? C'est un peu la raison pour laquelle, on peut peut-être enchaîner là-dessus, nous, en tant que branche, on essaie plus que de parler de diplôme, mais de parler de qualification professionnelle. On a un système de certification dans notre branche qui s'appelle les certificats de qualification paritaire de la métallurgie, où on n'est pas sur la valorisation de contenu théorique, mais sur la capitalisation de l'expérience et la maîtrise des compétences. Et ça parle à une entreprise. C'est-à-dire que dans ces référentiels-là, on dit, par exemple, quelqu'un qui est technicien de la qualité, c'est quelqu'un qui sait faire, je crois qu'il y a 10 capacités qui sont requises sur cette qualification-là. Et les personnes qui détiennent cette certification-là sont en mesure de dire, voilà, moi je suis capable de gérer un processus. Je suis capable d'analyser, de faire une AMDEC, ce genre et donc voilà, pour l'entreprise, c'est parlant. C'est-à-dire ça va lui parler en termes de compétences dont elle a besoin. La théorie, elle vous est utile, mais ce qui est plus important, c'est la compétence que vous mettez en œuvre et que vous allez proposer à l'entreprise. Et si je peux me permettre, la dichotomie théorie d'un côté, pratique de l'autre n'est pas pertinente aujourd'hui. En fait, on évalue également des parcours personnels, comme vous l'avez dit, la volonté de chaque étudiant de se construire un parcours singulier qui lui est propre au-delà de son propre diplôme et qu'il pourra mettre en valeur lorsqu'il postulera dans les entreprises qui ont des besoins. Alors, moi, ça va faire la 4e ou la 5e fois que je viens au forum. Souvent, je suis sollicité pour des stages. Et souvent, j'ai une demande, j'ai mon stage. Bonjour, je dois faire un stage. Alors, souvent, j'ai les STAPS, je crois, qui viennent me voir. J'ai un stage du 5 mars au 8 avril. Voilà, donc je les empile, mais je vais les transmettre aux entreprises, mais elles vont avoir une pile de lettres ou de motivations disant il n'y a que la date de stage dedans. J'ai un stage à faire, je suis en STAPS, je cherche un stage. Et par contre, si vous arrivez à mettre en avant votre parcours professionnel qui va vous distinguer de votre collègue, puisque je suis désolé, à un moment donné, il faut qu'il y ait un peu, voilà, il faut que l'entreprise ait des critères objectifs de choix, parce que sinon elle choisit au hasard, elle en prend un et puis basta.
Non, elle va peut-être aller chercher justement des compétences acquises dans d'autres expériences personnelles ou professionnelles antérieures qui vont faire que votre candidature, elle va être singulière, effectivement, et qui va permettre de dire à l'entreprise, bah voilà, ce candidat-là ou cette candidate, ben, dans son parcours, elle a fait telle ou telle autre chose qui sont intéressantes pour moi aussi, et elle maîtrise, elle a telle compétence, plutôt qu'un intitulé diplôme avec une date de stage. Si je peux me permettre, pour compléter vos propos, vous avez insisté aussi sur les compétences de base, là, qui concernent tous les étudiants, toutes filières confondues, savoir écrire, savoir parler, savoir dire, toutes des compétences qui sont, j'irais, naturelles, mais qui ne sont pas forcément valables, ou en tout cas très opérationnelles chez tous les étudiants. Une chose est certaine, le savoir écrire est très très important, paradoxalement aujourd'hui, où on pourrait penser que la technologie prime sur tout le reste, mais il faut de toute façon être capable de s'exprimer, de savoir écrire, montrer la maîtrise de sa langue maternelle. Ça, tout ça, c'est des éléments qui vont être déterminants pour les entreprises et choisir, selon elles, leurs meilleurs collaborateurs. Ouais, voilà, c'est-à-dire que le collaborateur va devenir l'image de l'entreprise. Après, donc si vous, lorsque vous faites un mail qui est bourré de fautes au nom de l'entreprise, c'est l'image de l'entreprise qui va être dégradée. Ou donc, un mail vite écrit. Voilà. Donc du coup, ça reste un critère important, quoi, d'être compris, bien compris, que ce soit propre, parce que c'est l'image de l'entreprise aussi. Donc ce savoir de base est important, déjà parce que on travaille pas tout seul. Donc forcément, les autres doivent vous comprendre. Donc ça peut pas être dans un charabia, ça doit être propre parce que c'est l'image de l'entreprise, comme je vous disais. Donc voilà. Et puis en plus, vous avez encore affaire en face de vous à des personnes qui ne sont pas dans le langage SMS, qui ne sont pas encore là-dedans. Donc malgré tout, elles y attachent de l'importance. Et puis mettez-vous à leur place quand vous lisez un rapport. Enfin, vous l'avez peut-être jamais fait, mais je vous invite vraiment à le faire. Prenez un rapport et commencez à le lire. Si vous trouvez un document ou un rapport bourré de fautes, qu'est-ce que vous faites? Vous comptez les fautes. Puis alors, vous ne lisez plus rien. En fait, vous cherchez les erreurs, c'est le jeu. Et le fond, vous en fichez. Donc du coup, voilà, un document propre, sans trop de fautes, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup plus de valeur. C'est l'image d'entreprise et c'est un document opérationnel. C'est valable pour une candidature, c'est pareil, c'est là-dessus qu'il faut insister. Donc même si ça peut paraître un peu gnangnan de dire ça, c'est malgré tout, ça reste un prérequis. C'est d'autant plus un prérequis que peut-être aussi ça devient rare et les entreprises apprécient justement les étudiants qui ont le respect de ces choses essentielles, du savoir écrire ou du savoir dire. Pour terminer cette conférence et peut-être rencontrer Monsieur Morellon là en face à face, est-ce que les entreprises cherchent aussi un petit plus chez les jeunes diplômés? Est-ce qu'ils réclament de la culture générale? Est-ce qu'ils réclament une ouverture vers du loisir, vers les sports? Ou réclament-elles tout simplement quelqu'un qui ait une forte tête dans son domaine? C'est difficile de faire une généralité encore, hein, mais j'ai envie de dire que les entreprises, elles rechercheront toujours quelqu'un d'équilibré. Et équilibré, ça veut dire savoir faire la part des choses aussi entre sa vie perso et sa vie privée, et sa vie pro, pardon. Donc pas passer non plus tout son temps à penser que sur le pro, hein. Il faut aussi savoir faire la part des choses, hein. L'objectif, c'est pas 100% de burn-out, hein. Donc voilà, c'est ça. Par contre, évidemment, on travaille en équipe, particulièrement dans l'industrie. Donc c'est aussi savoir échanger, savoir partager avec les autres. Le petit plus par rapport à ça, c'est voilà, ma question était perfide parce qu'en fait, quelquefois, j'imagine les étudiants se réfugiant derrière leur ordinateur et leur clavier et n'osant pas communiquer avec les collègues, étant plutôt sensibles à travailler en solo qu'en équipe. Je sais pas, vous avez déjà des projets à gérer ensemble, j'imagine, non? Ouais. Donc bon, ça reste voilà aussi quand même quelque chose à mon avis qui est prévu dans le cursus aussi de formation, d'être dans cette démarche de travail collaboratif. Et puis dans une entreprise, bah là, il y a tous les services qui sont souvent impactés par les projets. Donc voilà, donc faut communiquer effectivement. Donc voilà, et puis être bien dans sa peau et voilà, rayonner. Très bien. Avez-vous une autre question?
Tout à l'heure, vous nous avez parlé des certifications. Comment ça fonctionne en fait Donc, qu'est-ce qu'une certification? Alors, une certification, je vais vous parler des deux temps principaux, c'est-à-dire la création d'une certification et puis sa mise en œuvre. La création d'une certification, ça part du besoin d'entreprise. Si on prend un exemple, tout à l'heure je vous ai parlé d'aéronautique et d'Arconic. Arconic, c'est une entreprise qui se trouve à Dives-sur-Mer. Si vous êtes du coin, vous voyez à peu près où c'est. Ils fabriquent donc des aubes de réacteurs. Les aubes de réacteurs, c'est des petits composants en métal, des petites pales, et qui sont fabriqués en cire en fonte perdue. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord faire un moule en cire, ils vont couler du plâtre autour, ça va donner la forme, et après ils vont couler le métal à l'intérieur. Donc il y a des chimistes, par exemple, dans cette entreprise-là. Cette entreprise, à un moment donné, elle s'est dit, de toute façon, il n'y a pas de diplôme qui existe pour devenir fondeur en cire perdue. Et elle s'est dit, à un moment, j'aimerais pouvoir reconnaître la compétence de mes salariés et s'assurer que tous les salariés aient le même niveau de compétence, ou le niveau de compétence minimum qu'elle attend. Parce que l'entreprise, elle veut que les aubes de réacteurs soient parfaites, parce que vous souhaitez que l'avion il reste en l'air et qu'il ne s'écrase pas. Donc si l'aube elle est mal faite, l'avion va avoir un accident et ça va pas le faire. Donc du coup, il faut qu'elle s'assure que les collaborateurs maîtrisent cette compétence-là. Donc elle ne peut pas frapper à la porte de l'université ou frapper à la porte de l'éducation nationale en disant j'ai 3 personnes à former et à certifier cette année et 3 dans 10 ans, parce qu'il n'y a pas un volume suffisant pour créer un diplôme. Donc à partir de là, en fait, on travaille avec plusieurs entreprises qui ont à peu près le même besoin et on crée ce qu'on appelle un référentiel, une fiche d'identité, où on va dire, pour être fondeur en cire perdue, il faut être capable de gérer un bain de fusion, couler un bain de fusion, s'assurer que le bain, les moules soient faits correctement, enfin un certain nombre de compétences, et on va attester cela. Donc dans ce référentiel-là, il n'y a absolument pas de formation. Il y a simplement des compétences à atteindre. Soit la personne, comme je vous parlais tout à l'heure des salariés d'Arconic, les personnes ont exercé ce métier, elles ont appris entre guillemets sur le tas et ont certifié leurs compétences au bout d'un certain temps, un peu comme la VAE. Soit il va y avoir un constat d'écart entre ce qui est attendu et le niveau de la personne. Et la formation consistera à combler cet écart. Faire en sorte que les personnes soient formées pour être présentées devant un jury de professionnels, puisque dans le cadre de ces certifications-là, ce sont des professionnels qui évaluent. C'est la deuxième partie. Eh bien, il faut que ces personnes-là démontrent qu'elles maîtrisent ces capacités-là. Et le principe des certificats professionnels, c'est de démontrer qu'on maîtrise toutes les capacités. On n'a pas de système de moyenne, c'est-à-dire que ce n'est pas sur 6 capacités, si on en maîtrise 4, ça veut dire que ça fait une moyenne de 4 sur 6, c'est bon. Non, c'est les 6 qui doivent être maîtrisés, en noir ou blanc, acquis ou pas acquis. D'accord? C'est un peu binaire, mais c'est si on a dit que pour être fondeur en cire perdue, il fallait savoir faire ces 6 choses, il ne faut pas en faire la moitié. Il faut vraiment toutes les faire. Donc ça, une fois qu'on a fait ça, ça se remonte au niveau national et au niveau paritaire, c'est-à-dire que chaque mot est pesé. Je prends un autre exemple, si on a une capacité sur un CQPM qui est assister à une réunion ou animer une réunion, on n'attend pas la même chose de la personne. Donc ça va classer différemment le CQP. Et donc on aura un niveau du CQP qui sera plus ou moins élevé. Et comme c'est paritaire, il y aura une rémunération qui ira derrière, plus ou moins forte. Parce qu'on attend plus de choses de la personne. Ça, c'est ce document qui est créé paritairement, qui est reconnu dans toutes les entreprises de la branche et qui fait donc office de référentiel de référence. À partir de là, après, on le met en œuvre. Comment ça se met en œuvre? Ce sont des jurys de professionnels du domaine, alors, par exemple des techniciens de la qualité ou bien des fondeurs en cire perdue qui vont reconnaître les compétences des personnes qui se présentent devant le jury. Et elles vont checker sur chacune des capacités si la compétence est là ou pas. Et donc après on délivre paritairement avec aussi un jury paritaire. Donc à la fois des représentants patronaux et des représentants syndicaux, on dit oui ou non la personne obtient le CQP ou pas. Il y en existe dans la métallurgie actuellement 176 qui sont créés et qui vont du niveau, niveau A, où on a par exemple des soudeurs, des tourneurs, des fraiseurs, des chaudronniers. On a des niveaux B, par exemple des pilotes opérationnels de lignes de production, des niveaux C, des techniciens de la qualité, des niveaux C étoiles, coordinateurs qualité, sécurité, environnement, et des niveaux D qui sont chefs de projet ou gestion de projet, voilà, qui couvrent à peu près toute la palette aussi des métiers de l'industrie. Certains sont mis en œuvre à l'université en double validation de licence professionnelle.
Par exemple, la licence professionnelle management de la gestion et de la production qui se passe à l'IUT, ici, sur le campus, est double validée soit par un CQPM technicien de la qualité, soit par un CQPM technicien en industrialisation et amélioration des processus, soit par développeur de la démarche Lean. Donc on peut avoir des fois des appointances en fonction des diplômes, entre les diplômes et les CQP. J'ai répondu à votre question. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous remercie d'avoir assisté à cette première conférence. J'espère que vous en avez tiré quelques enseignements. Je vous ai vu prendre des notes, donc ça devait être intéressant pour vous. Monsieur Morellon va rejoindre son stand et bien entendu est disponible pour vous recevoir et vous éclairer là par rapport à vos propres interrogations. Merci beaucoup. Merci à tous.